Bonsoir Vincent Peillon, Bonsoir, ministre de Olivier l'Éducation nationale. Vous êtes en charge d'un secteur prioritaire du quinquennat de François Hollande. Vous voulez refonder l'école, vaste programme, dirons-nous. Et on va beaucoup parler de ça pendant cette émission. Mais avant de parler de l'école, je voudrais vous parler un peu de politique. Est-ce que François Hollande a ressenti le besoin d'accélérer pour compenser un début de quinquennat un peu poussif ? Je ne crois pas. Je crois que c'est l'écume des commentaires, mais on s'y fait. Après 10 ans de droite, il fallait résoudre des tas de problèmes en 3 mois. On voit quand même l'importance de la réorientation de la construction européenne, les bonnes nouvelles. Tout ce qui n'était pas réglé pour la Grèce, mais l'Espagne, l'Italie, le Portugal, je lisais ce week-end, depuis des années, mais qui alimentait la chronique de déclarations fracassantes. Pas de l'agitation. Une espèce d'hystérie et de verbalisme permanent, nourrissant une espèce d'information continue. Enfin, quand même, il accélère Tout maintenant. ça a été fait. Dès le début, des mesures ont été prises. Regardez sur l'école, très importantes, et elles ont aidé à cette rentrée. Je vous le rappelle aussi, la retraite à 60 ans, ce n'était pas un mince sujet. C'est pris avant les vacances. On a eu des élections législatives. Donc je crois qu'il faut déshystériser ce pays, le rendre aussi, c'est une de nos missions dans le redressement, plus rationnel, moins émotif, moins considérant que les mots sont des actes. Non, il faut des actes. Et on sera jugé au bout d'un moment sur un vrai bilan. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait eu de temps perdu. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une action qui se déploie, qu'il fallait préparer. Parce que quelle contradiction. On nous disait, on ne veut plus d'un pouvoir césarien. On était revenu sous le Second Empire. Je fais tout seul. C'était l'ancien président de la République. On nous dit, les Français méritent d'être respectés, entendus, écoutés, associés. Et quand on les associe... Alors voilà, il y a la contradiction à tenir, nous la tenons. Nous agissons et nous écoutons parce que les grandes réformes, pensez justement à cette réforme de l'école, elles doivent associer tout le monde. On ne la fera pas contre les Français, contre les professeurs, contre les parents d'élèves. Il faut les convaincre, il faut expliquer, il faut travailler avec eux. On va y venir dans un instant, mais quand même, j'entendais aujourd'hui votre collègue au gouvernement, Manuel Valls, dire François Hollande, ou le président de la République, n'exerce pas une fonction normale. Alors moi, je ne voudrais pas faire du Raymond DeVos, mais quand même, ça devient un peu compliqué à comprendre, quoi. Un président normal qui n'exerce pas une fonction normale, il n'y a plus de normalité. Enfin bon, c'est quoi cette histoire? C'est ce qu'a toujours dit François Hollande, un homme normal a une fonction. On distingue, j'espère, et surtout vos proches, entre l'homme que vous êtes et la fonction que vous exercez. Vous ne vous réduisez pas aux questions que vous me posez dans un jeu de rôle. Le président a une mission, c'est une fonction. Elle durera 5 ou 10 ans, pas plus de 10 ans, la Constitution le prévoit. Et puis c'est un homme. Faire comprendre que des hommes ordinaires peuvent, précisément pour tous les citoyens, c'est important, parce que ça les engage dans l'action publique, avoir des fonctions qui sont différentes, qui appellent sans doute à un moment donné un dépassement. Donc il ne faut pas confondre la fonction et l'homme. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Vous savez, le grand philosophe républicain Alain disait « il ne faut pas se croire, ne vous prenez pas pour votre fonction, restez l'homme que vous êtes ». Alors, je vais vous ramener quelques années en arrière, au moment où vous aviez, non, même un peu après, lorsque vous animiez plus exactement le nouveau Parti socialiste avec Arnaud Montebourg. C'était en 2005, en juin 2005, et vous déclariez ceci: « Le réformisme de gauche de François Hollande est aussi vertébré qu'une limace ». Et il y a encore beaucoup de gens à gauche qui pensent la même chose, ils se trompent ? D'abord, cette formule que j'ai lue dans la presse n'a jamais été dans ma bouche. Donc je demande à ce qu'on en ressorte l'exactitude. Parce que c'était un journal de 2005. J'ai lu ça dans un... C'est possible. Dans Libération 2005. Je l'ai lu cette semaine et donc je vois bien que souvent on prête. Deuxièmement, nous avons eu un désaccord politique en 2002. J'étais le porte-parole du Parti socialiste. C'était sur les raisons de la défaite. Nous avons cheminé ensemble parce que dans le même temps, on me dit, vous voyez, la même année, j'ai fait la synthèse au Mans avec François Hollande. Et d'autres ont dit, ah ben il fait la synthèse et ils sont rassemblés. Honnêtement, tout ça, grâce à Dieu, est derrière nous. Mais aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de problème, il est vertébré? Mais avant, je ne suis pas obligé de commenter, vous savez, tout l'exercice auquel je dois me livrer avec la confiance du président de la République. C'est ce qu'on appelle, nous, le redressement. J'ai vu que certains protestaient, moral et intellectuel. Chacun est comptable de ses propos. On a eu des désaccords politiques, je les assume, si vous voulez qu'on en parle. Ça mérite un peu de temps. Non, mais François Hollande aujourd'hui, voilà. Et hier. Et hier, d'accord. Alors, dites-moi quand même, à l'époque, vous veniez de voter contre la Constitution européenne. François Hollande tient beaucoup au retour au déficit à 3% l'an prochain. Beaucoup à gauche disent, bah voilà, il nous entraîne vers l'austérité avec cette histoire de règle d'or qui va être votée avec le traité. Oui.
On n'est pas du tout dans le même contexte, c'est pas le même texte qu'en 2005. Moi, je suis fédéraliste, je l'ai toujours été. Donc j'ai fait un non au traité européen, et je connais bien l'Europe pour avoir été longtemps député européen, précisément parce que je voulais plus d'Europe. Ce qui se passe actuellement, et le dernier traité, celui de 2005, était précisément l'inverse. Et on vient d'en payer, les 7 ou 8 dernières années, durement le prix. On est en train précisément de remettre un peu de fédéralisme, de solidarité dans l'Europe. Ça n'est pas assez, sans doute, allons plus loin. Mais des éléments sont très positifs. Et de ce point de vue, l'action du président de la République, je l'évoquais à l'instant, a beaucoup fait. Les 120 milliards d'euros, la gouvernance bancaire révisée, Mario Draghi avec la BCE disant je vais racheter les dettes. Nous sommes dans un nouveau contexte européen et je crois que ceux qui sont soucieux précisément d'une Europe qui doit retrouver de la croissance, bien entendu maîtriser ses comptes, c'est notre avenir, mais en même temps retrouver de la croissance, devraient se réjouir, et j'appelle les uns et les autres à ne pas être dans des postures, mais à soutenir l'action du président de la République pour une réorientation de la construction européenne dont nous avons besoin. Tout à fait autre chose. Il y a eu hier à Paris des manifestations, disons, de radicaux musulmans, c'est le moins qu'on puisse dire, devant l'ambassade des États-Unis et puis ensuite près de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. C'est un défi à la République française? Oui, et que nous allons collectivement relever. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur, il parle au nom de tout le gouvernement. C'est intolérable. Et voilà des choses qu'on a laissées. J'ai bien vu aussi qu'il y avait des problèmes sur l'affaire Mera, des choses qu'on a trop laissé se développer. Il faut une rigueur absolue. Et en même temps faire la distinction, il l'a bien faite d'ailleurs, entre les musulmans de France, qui méritent le respect, qui sont nos compatriotes. On ne va pas se juger les uns et les autres en fonction de nos confessions ou de notre absence de confession. Mais là, il y a des radicaux qui sont contre la République, contre notre vivre ensemble, et contre d'ailleurs les musulmans de France. Et donc il faut des réponses extrêmement dures, implacables, rigoureuses, dans la durée, car manifestement il y a un problème, ne le cachons pas. Et je crois que Manuel Valls est, pour ce faire, l'homme qu'il faut au bon endroit, au bon moment, et je souscris tout à fait à ses propos. On aura sans doute l'occasion de reparler de ça tout à l'heure à propos de la morale laïque que vous voulez faire enseigner à l'école. On parle de l'école, donc. Et je voudrais vous montrer un dessin qu'on trouve sur un site animé par des enseignants. Il s'agit de la violence à l'école. Ce site s'appelle le Café pédagogique. Et voilà, le gamin dit « Ma mère trouve que mon sac d'école est beaucoup trop lourd. » Mais je suis prévoyant, voilà tout, et dans son sac, il a une carabine. C'est un peu grinçant, mais ça montre aussi au point où parfois certains redoutent l'explosion de la violence dans les collèges ou dans les lycées. Vous avez dit fermeté absolue, mais ça va jusqu'où? Jusqu'à l'exclusion des élèves violents? D'abord, je crois qu'on confond tout. Je salue le Café pédagogique qui connaît bien les sujets, et François Jarreau. Il y a les phénomènes qui apparaissent médiatiquement à un moment donné, cette semaine. On a tout confondu et amalgamé. Une professeure battue, un professeur qui ne l'a pas été, et que j'avais au téléphone encore hier, qui me dit « Je fais tous les plateaux de télé pour appeler les médias à mesurer. Je n'ai pas été roué de coups. Et je veux au contraire protéger mon élève. » Par contre, il ne faut pas non plus être dans le déni. Il y a, et nous la mesurons, nous l'étudions, il y a des mesures qui sont prises, il y a effectivement, d'ailleurs comme dans toutes les institutions, ce n'est pas tout à fait nouveau, de la violence à l'école. De la violence, surtout, elle est généralement assez peu explosive. C'est une violence feutrée, c'est le harcèlement, c'est les injures, c'est des tensions. Contre ça? On fait déjà beaucoup de choses. La première chose qu'il faut faire, M. Mazerolle, c'est mettre des adultes dans les écoles. Quand il n'y a plus d'adultes dans les écoles, c'est la loi de la jungle, c'est normal. Pour élever ses enfants, il faut être présent auprès d'eux. Lorsqu'on a pensé qu'il fallait surtout enlever des adultes, quelle belle idée. Alors il n'y a plus de conseillers principaux d'éducation, alors il n'y a plus de surveillants. Alors, il n'y a plus de personnel pour accompagner les enfants en difficulté. Alors, je le voyais sur Marseille, on a supprimé le travail que faisait l'éducation dans les quartiers nord avec la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, quand il n'y a plus de professeurs et donc des heures vides, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on laisse libre cours à la violence. C'est pour cela que nos premières mesures ont été des mesures pour remettre des adultes, bien entendu, dans l'école. Et il va falloir le continuer un moment. Vous avez annoncé 500 APS et des assistants chargés de prévention et de sécurité pour la Toussaint et pour Noël. Vous allez accélérer le rythme? Non, pourquoi pas? Pourquoi accélérer le rythme? Le président de la République a souhaité qu'on crée justement un nouveau métier. Parce qu'il y a des besoins.
Il faut d'ailleurs ne pas se tromper sur les besoins. C'est 10% des établissements qui font 50% des cas. Et c'est 5% qui en font 30%. Et donc, il n'y a pas de la violence partout. Il y a des endroits où il y a plus de violence que d'autres. Il faut qu'il y ait, dans ces endroits-là, plus d'adultes, mais des adultes aussi mieux formés. Le président de la République, lors d'un déplacement, nous étions dans la campagne, en Seine-Saint-Denis, ça concernait d'ailleurs des élèves exclus précisément. Ça ne sert à rien de les exclure, c'est pire encore si on les lâche dans la nature. Ben voilà. Et donc, a demandé qu'on crée un métier d'auxiliaire de prévention et de sécurité, de telle sorte qu'on ait là des personnels compétents qui ne prennent pas la place des autres et qui puissent participer à ce qu'on appelle la vie scolaire, car dans tous les pays du monde où on est capable de réduire la violence à l'école, et c'est un objectif que nous devons nous fixer. Il y a déjà eu 20 plans de lutte contre la violence à l'école depuis 1992. Eh bien, il faut d'abord améliorer le climat scolaire et la vie scolaire. Eh bien, on va en parler, mais un mot encore. Certains, un député UMP, par exemple, cette semaine, préconise la suppression du versement des allocations familiales aux parents d'élèves violents. Vous savez, la Caisse d'allocation familiale elle-même a fait un rapport pour montrer que ça n'avait absolument aucun sens. D'abord, on ne sait pas distinguer les élèves violents des autres en ce sens, mais moi, je souhaite, et ce sera la première fois, qu'il y ait à l'intérieur de l'éducation nationale un observatoire qui existe aujourd'hui à l'extérieur, un observatoire de la violence scolaire, mais aussi des réponses préventives qu'on doit apporter. Car il y a tout un travail qui est fait. Nous avons en France la chance d'avoir un savant, un professeur qui s'appelle le professeur Éric Debarbieux, qui est réputé dans le monde entier, qui avait d'ailleurs animé en 2011, je vous le rappelle, il y a déjà eu sous la droite des états généraux de la violence scolaire qui n'ont rien donné derrière ces états généraux. Je l'ai joint cette semaine en lui disant nous devons maintenant amener des réponses structurelles. Ces réponses doivent être à la fois de meilleure connaissance du phénomène et de pédagogie, car on amalgame tout, et en même temps apporter des réponses. Il faut le faire au cœur de l'éducation nationale. Je suis heureux qu'il ait accepté cela. Et donc nous allons créer dans les semaines qui viennent cet observatoire, non seulement pour mieux connaître et mieux faire connaître les réalités, mais mettre en place nos dispositifs de prévention. Et là, nous avons un travail aussi très important dans lequel il va s'engager. Il avait commencé déjà de le faire, mais on va aller plus loin. Il nous a aidés pour les auxiliaires de prévention et de sécurité. La formation des maîtres. Je voyais encore des professeurs aujourd'hui qui me disaient « Nous avons besoin d'être mieux formés parce que retrouver l'autorité, retrouver le respect, eh bien, cela suppose aussi qu'on donne les moyens aux professeurs d'être respectés et d'exercer leur autorité. » On va passer à la deuxième séquence de cette émission avec le reportage et on va parler tout d'abord du collège. A tout de suite.